Cette vidéo est sponsorisée par Kitsu. Kitsu est une plateforme de collaboration pour studios d'animation et d'effets spéciaux. Avec Kitsu, vous pouvez communiquer facilement avec votre équipe comme si vous étiez dans la même pièce, que ce soit en tant qu'artiste pour envoyer votre travail à la fin de la journée, pour planifier et assigner les tâches si vous êtes à la supervision ou à la production, ou même pour suivre l'avancée du projet en tant que client. Kitsu vous permet de suivre les différentes versions d'un plan, de comparer plusieurs étapes en vidéo côte à côte, mais aussi d'annoter et commenter les plans fournis par l'équipe pour indiquer les corrections à faire notamment. De nombreux studios et écoles d'animation utilisent déjà Kitsu pour communiquer plus efficacement et raconter des histoires toujours plus passionnantes. Vous trouverez toutes les informations sur leur site avec le lien en description. Merci à Kitsu de soutenir mon travail et d'encourager le partage de connaissances autour des métiers de l'image et de l'animation. Salut Jérémy, salut Anne, merci d'être là pour parler aujourd'hui du film Mars Express. On va se concentrer sur la partie animation, parler peut-être un petit peu de la genèse avant ça. Mais peut-être que vous pouvez d'abord vous présenter un petit peu sur qui vous êtes et ce que vous avez fait auparavant. Et voilà, qui veut commence en gros. Salut, moi je suis Anne Galvez. Salut, je suis Jérémy Perrin. Et moi je suis le réalisateur, la réalisatrice, je ne sais plus, le réalisateur de Mars Express. Avant ça, j'ai fait Last Man, la saison 1. Et avant ça encore, tout un tas de boulot dans l'anime, mais notamment, je me suis peut-être fait connaître avec des clips en animation, et notamment le clip Fantasy pour le groupe DAI. Et moi, donc, je m'appelle Annie Galvez et j'étais chef anime sur Mars Express. Et avant ça, on m'a connue. Non, mais j'ai bossé en tant que layoutman et animatrice sur Last Man, sur d'autres longs métrages. Je les cite ou pas? Ouais, vas-y, balance, Comme tu veux. balance ton CV. Alors, j'ai bossé en layout sur Tout en du monde, sur Calamity, sur Les Hirondelles de Kaboul, sur Le Sommet des Dieux et puis quelques petites séries par-ci par-là, Exilam, ce genre de choses. Voilà. Ok, et je me demandais d'ailleurs pour commencer, vous vous connaissez de la semaine ou d'encore avant ou quoi? Parce que j'ai vu que vous aviez justement... Ouais, on s'est Ok. connus sur la semaine. T'avais été engagée comme animatrice, hein, je crois. J'avais passé un test de design que j'avais pas eu, parce qu'il y avait Baptiste Gobert qui était le choix évident. Et puis après, j'avais insisté pour passer le test d'anime. Mais ça été prise. Et puis effectivement, comme tu avais un excellent niveau de dessin, on t'a aussi fait passer en layout. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Oui, parce que pour préciser, donc sur la chaîne, les gens connaissent la plupart du temps le côté vraiment technique de l'animation. C'est surtout des gens qui sont en études ou qui sont déjà pros, etc. Mais donc le côté layout, c'est vraiment la partie on va définir les poses pour que tout soit au modèle, etc. par la suite, et ça va donner la base en fait de tous les plans. Et justement, pour expliquer un petit peu sur Mars Express, moi j'ai pu le voir déjà, je l'ai vu 2 fois un peu par concours de circonstances aussi, parce que j'ai décidé de le voir à Annecy, et je l'ai vu aussi en projection presse un petit peu après. J'avais même vu 20 minutes au Festival de Rennes. Donc je l'ai vu tout au long de l'année, en fait, tous les quelques mois, j'avais un petit bout de Mars Express, quoi. Et donc, juste pour expliquer un petit peu l'histoire, peut-être en quelques mots pour les gens qui savent pas encore ce que c'est, vu que ça sort quelques jours après la sortie de la vidéo, ça sort le 22 novembre au ciné. Tu veux essayer de faire le résumé du film? Le pitch du film, tu sais faire ça? Le pitch du film, non, j'ai jamais essayé. Alors... Sinon, je peux y aller. Hein. Moi, j'ai un truc c'était juste pour voir si tu avais envie de faire ça, mais je vois que non. Et je passe une torture. Alors, Mars Express, ça se passe en 2200 sur Mars. On suit 2 détectives privés, Aline Ruby et Carlos Rivera, qui ont pour mission de retrouver une étudiante qui aurait piraté un robot de sa fac. Or, dans ce monde-là, c'est interdit. Les robots sont soumis à des directives pour les empêcher de se retourner contre les humains. Et dans cette enquête qui est menée par Aline, elle se rend compte avec son partenaire que Juncho, donc l'étudiante, est également poursuivie par des assassins professionnels qui sont également des augmentés, c'est des sortes de cyborgs. Et donc, bref, ils sont aussi à la poursuite de cette étudiante. Et donc, une course contre la montre se met en place pour être les premiers à retrouver cette étudiante avant les autres. Au niveau de l'histoire, justement, à quel moment ça a commencé cette idée de scénario-là? Parce que je sais que j'ai vu le trailer, enfin la sorte de teasing qu'il y avait il y a déjà 4-5 ans en ligne, mais de ce que je comprends, il y a déjà eu un petit peu de travail avant ça. Donc comment est-ce que ça s'est passé un petit peu là-dessus? Même si ça peut être, j'imagine, très long à tout expliquer, etc. Mais un petit peu pour montrer aussi que c'est long de faire de l'anime. Je suis rodé maintenant. En fait, le truc, c'est que
Donc le film, on a pris 5 ans et demi à le faire, hein, et mais on l'a démarré il y a 6 ans, je crois, quelque chose comme ça, puisqu'on a fini le film en mai. Depuis, voilà, il s'est passé peut-être 6 mois, j'en sais rien, j'ai pas fait le compte exact, mais voilà, c'est ça l'idée. Non, on a démarré avec évidemment un scénario. Je veux dire, on a fait un teaser sur scénario, et le teaser que tu as vu, je vois très bien de quoi il s'agit. C'est on est sur Terre au début du film, et Aline est appuyée contre un rebord de fenêtre et poursuit Roberta Williams, qui est une hackeuse. Séquence sur laquelle a bossé déjà Anne, en fait. On était déjà la petite équipe des chefs animes futurs, et certaines personnes de l'assistanat étaient là aussi avec nous, et on continuait sur le film derrière. Et on s'était dit, on va faire un teaser qui reprend une séquence du scénario et qui sera exploité réellement dans le film. On n'a rien jeté à la poubelle en termes d'animation finalisée en couleur, etc. Donc non, le scénar il vient d'avant, et le scénar il vient d'un manque qu'on avait avec Laurent Sarfati, qui est le co-scénariste avec moi du film. Un manque dans le paysage de la SF cinématographique au sens large, pas que animation, mais du réel également, d'une science-fiction plus pragmatique, plus usuelle, et donc plus crédible. On se disait que la SF était toujours présente dans le paysage, mais elle était majoritairement drivée par la fantaisie, la magie, etc. C'était une SF magique. Exemplairement Star Wars, ou même les films Marvel qui contiennent des éléments de science-fiction. Enfin, c'est de la SF, mais c'est aussi du super-héros. Et bon, bref, il n'y a pas de recherche scientifique là-dedans, ou de base solide. C'est plus, voilà, c'est plus du merveilleux, quoi. Et donc, partant de là, on s'est dit non, nous, on veut donc retrouver ça, même si on aime bien aussi ce que je viens de décrire, c'est pas un problème. Enfin, à part les films Marvel en tant que tels, ils sont pas bien, mais c'est une autre histoire. C'est que on voulait retrouver cette SF peut-être un peu plus à l'ancienne, d'une certaine manière, qui a des bases scientifiques ou des bases de connaissances contemporaines et solides. Et donc, partant de là, on s'est aussi demandé, mais alors c'est quoi notre histoire? Parce que ça, c'est une intention. Et on s'est dit également que les films noirs étaient plus tellement présents non plus. Il y avait du néo-noir, des choses comme ça, mais qui étaient assez loin de ce que j'avais en tête, à savoir de retrouver la figure du détective privé. Et donc on s'est lancé là-dedans parce que c'était aussi un moyen simple d'avoir une structure narrative pas toute faite, parce que c'est compliqué à écrire, mais avec déjà des archétypes, un personnage dont on sait qu'il a une mission à accomplir, résoudre un crime, résoudre un enlèvement ou quoi, que sais-je. Ou généralement les films noirs, les films d'enquête, c'est ah, je crois que ma femme me trompe, est-ce que vous voulez bien la suivre pour prendre des photos? Et puis yadi yadi yada, ça finit en fait il y a un complot immobilier dans tout Los Angeles, et voilà quoi. Et donc c'est ça qu'on voulait, c'était retrouver ce truc de arriver dans la petite lorgnette d'une petite affaire de rien du tout qui finit par un truc galactique, quoi. Ok. Et donc toi, justement, tu disais justement que vous étiez déjà tous les deux dans le projet au moment de l'animation, enfin au moment de cette première séquence. À quel moment, justement, tu rentres dans la boucle, on va dire, pour le côté animation, à ce moment-là? Pour le côté animation, en fait, je pense que tôt, tu m'avais proposé de bosser dessus. Après, enfin, je me souviens, j'avais lu peut-être une V1 de scénar, tu m'as fait lire ça, donc bien avant que le teaser commence. Et puis, comme Nils, donc j'ai partagé la supervision avec Nils Robin, qui était à la supervision anime sur la semaine. Et enfin, on bosse souvent ensemble. Et en fait, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait, à quel moment on m'a proposé la supervision. Je crois que moi, je me souviens très bien. C'était dans un bar. Ouais, dans un bar au pot d'avant-première équipe, Projo équipe des Hirondelles de Kaboul. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'était les Hirondelles. Ok. Mais en fait, moi, j'étais persuadé que tu allais dire non, que ça allait pas t'intéresser, ou à un côté, je sais pas, je me suis dit, ah non, elle va pas avoir envie de prendre cette responsabilité-là ou quoi, j'en sais rien. Et Nils m'a dit, bah si, mais demande-lui quand même et tout. Je fais, bon, ok, après tout, je suis un peu bourré. Ouais. Et donc, voilà, donc je t'ai proposé, puis t'as fait, ah ouais, super. J'étais trop tant mieux. Mais moi aussi, j'étais content, parce que je m'attendais pas à cette réponse positive.
Mais c'est Ouais, vrai que c'est intéressant, je trouve, d'expliquer ces trucs-là parce que souvent, vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans les études et ont un peu le côté comment ça va se passer derrière, il faut que je rencontre des gens pour débloquer des accès, Mhm. machin, que ça se fait assez organiquement en fait, qu'il n'y a pas de chemin tout tracé et tout ça. Je pense que Ah vous ouais, êtes aussi dans ce truc-là, quoi, on rencontre quelqu'un sur une prod, ensuite on fait autre chose. Les premières prods aussi sont parfois un peu difficiles à trouver et c'est une fois qu'on est dedans qu'on ça commence à débloquer des trucs, quoi. oui, oui, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais enfin, j'ai l'impression, surtout quand tu cherches des gens pour les postes de supervision, enfin, t'as surtout envie de bosser avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Mhm. Hmm. C'est plus difficile peut-être. Enfin, c'est pas dans un premier lieu qu'on va aller peut-être scroller les CV sur LinkedIn ou quoi. Mhm. Enfin, on va chercher des gens de confiance. Enfin, je parle pour toi du coup, mais moi, j'en sais rien. Juste, Oui, j'imagine. En tout cas, mon approche, c'était effectivement de pas, comment dire, t'as besoin d'être en confiance, d'être même en connivence avec tes chefs de Hmm. poste. Et donc, généralement, tu vas plutôt te diriger vers des gens avec qui tu as déjà travaillé et avec qui tu sais que il y a une bonne entente et que on se comprend artistiquement, en fait, et techniquement et humainement. L'idéal étant d'avoir tout ça, évidemment. Mais c'est vrai que comme on avait déjà bossé ensemble et que ça s'était bien passé, et que je connaissais le niveau d'exigence de Hanné et qu'il rencontrait le mien aussi, et celui de Niels, enfin, c'est vrai pour tous les postes, ça me semblait idéal, quoi. Ouais. Donc une fois qu'il y avait cette première séquence qui était faite, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a aussi un temps de, bon maintenant on sait que l'histoire c'est ça, on sait que ça va ressembler à ça. Après vous Mhm. trouvez comment monter tout le projet. De ce que je comprends, c'est toujours de toute façon une galère assez forte de réussir à monter des projets. Est-ce que c'est plus difficile, vous pensez, dans le contexte de animation science-fiction qui n'est pas tout public, on va dire, Mhm. là-dessus? Bah, écoute, j'ai pas eu l'impression, moi, mais on Hmm. a sûrement profité de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois cette séquence terminée, et qui a été terminée à dessein pour convaincre des financements, de trouver un distributeur, etc., des partenaires de tout poil, euh, le producteur est parti en quête du montage du budget, en toquant à différents guichets, que ce soit le CNC, les chaînes de télé, des partenaires privés, des aides de région. C'est un truc qui se fait beaucoup maintenant, les aides de Hmm. région, pour renforcer le budget. Ces aides de région étant euh, liées à la dépense de ces aides dans ces régions elles-mêmes. Et c'est Oui, s'il y a un pourquoi studio là-bas, etc. Ouais. voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, les films d'animation français se montent souvent avec plusieurs studios qui travaillent conjointement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, moi, j'ai pas eu l'impression que ça a été beaucoup plus compliqué qu'un film normal. Ça a pris un an de monter grosse majorité du budget. Il manquait des petits bouts, mais ça se trouvait après au bout d'un moment. Généralement, on lance la production d'un film alors que le budget n'est pas totalement complet, mais on sait Hmm. que ça va se dérouler derrière. Euh, donc un an, c'est vraiment standard. C'est vraiment même sur la version simple de Oui, parce que j'ai l'aventure. entendu des histoires bien plus Bien tortueuses. sûr, il y a des Ouais. histoires beaucoup plus chaotiques, évidemment, mais je pense qu'on a profité, du fait que Last Man saison 1 avait vraiment bien marché, et que là, c'était déjà un pari un peu étrange, où normalement, ça n'aurait, euh, disons 5 ans en arrière déjà, avant que ne se fasse la série, jamais ça aurait été possible, personne n'y aurait cru, parce qu'on faisait à la fois une série animée ado-adulte, feuilletonnante. C'était surtout ça, parce que j'allais dire et de genre, mais en fait, les dessins animés à la télé, même pour enfants, ils sont aussi de genre. Il y a des séries de science-fiction, il y a des séries avec des fantômes ou avec des vampires ou je sais pas Ouais. quoi pour les gosses, donc, mais version mignonne. Et donc là, je peux pas vraiment le mettre en avant, ce truc-là, mais voilà, c'est ce côté feuilletonnant ado-adulte. Et comme ça a marché, ça a été espéré, mais c'était quand même une surprise. On nous a fait confiance sur, d'accord, en fait, ça a l'air d'être possible malgré tout. Hmm. Ça, c'est une chose. L'autre chose, qui est une théorie de Didier Crest, le producteur et de Last Man et de Mars Express, c'est que J'ai perdu mon corps a eu beaucoup de mal à se financer, Hmm. que le CNC n'y est pas allé, que les chaînes de télévision n'ont pas osé y aller non plus en n'y croyant pas, et pourtant, malgré donc un budget inférieur au nôtre, ils ont fini le film et il a été présenté à Cannes, alors je ne sais plus quelle section, la quinzaine
Semaine de la critique, je sais plus, bref, on s'en fout. Et il a été vendu à Netflix internationalement, ils ont fait des tournées, machin, ils ont été aux Oscars et tout. Et donc il y a eu un engouement même critique autour du film qui font que tous ces partenaires qui n'ont pas souhaité participer au film se sont dit ah merde, on a peut-être loupé quelque chose. Bon, faudrait voir à pas louper le suivant, c'est qui le suivant? Et puis on a entrouvert la porte, on a dit oui, c'est nous, bonjour, donnez-leur tout l'argent. Et donc on a tout récupéré. Enfin, pas tout, on n'a pas tout eu, mais on a eu. On a quand même galéré. Mais... Oui, c'est important. Mais on a eu plus de chance que j'ai perdu mon corps. Mais je pense que cette théorie de Didier est assez juste. Voilà. Ouais, il faut une sorte d'exemple, on va dire, de ça marche, donc on va réessayer, même si c'est pas du tout les mêmes choses finalement à la fin, c'est juste. Non, rien à voir. Voilà, c'est ça. Mais on s'en fout, on en profite. Nous, quand on est passé devant le CNC, à la commission, bah, on a fait semblant d'être des intellos, on a fait semblant d'être Télérama, tu vois, c'est normal. Tu vas pas arriver et faire genre ouais, j'aime bien Michael Bay, c'est trop cool, tu vois. Ouais. Donc, bon, je pas à qui vous avez affaire. Ouais, c'est ça. J'aime pas spécialement Michael Bay par ailleurs, même s'il me fait rire, mais bon, bref, c'est déviant. Mais je veux dire, c'est vrai que quand on a fait lire le scénario à des studios américains, parce qu'on a à un moment donné envisagé une coprod ou quelque chose comme ça avec. On nous a fait des retours comme quoi notre film, sur scénario uniquement, était vraiment trop autorisant. C'est pas comme ça que s'écrit un film d'action ou un film de SF. La structure, elle est bizarre et tout. Et chez nous, vraiment, on avait l'air de passer pour des hollywoodiens. Ouais, c'est ça. On faisait de l'hollywoodisme décérébré. Enfin voilà quoi. Donc on était vraiment dans cette espèce de flou intermédiaire, mais bon, voilà. En même temps, c'est un peu le cas aussi avec le noir. Le film noir, il y a un truc entre deux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, mais moi, j'aime les deux, donc c'est normal. J'ai essayé de mettre un peu les deux, c'est-à-dire de faire à la fois un film divertissant et en même temps pas idiot, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, le genre d'un film, c'est juste pour le côté global ou l'univers ou des choses comme ça, ou le ton, mais ensuite tous les genres se mélangent. Ouais. C'est une manière de cataloguer. Hein, ce qu'on appelle le cinéma de genre, c'est une manière aussi. Dans le passé, c'était une façon de vendre les films. C'était vraiment une vision mercantile du cinéma, en fait. Mais d'un autre côté, ça a aussi des avantages, c'est-à-dire que chaque genre a ses propres codes, et donc c'est aussi une manière d'accélérer l'entrée en matière d'un film quand tu sais, quand tu reconnais des archétypes, tu dis genre ah oui d'accord, ok, Aline c'est détective privé, je vois très bien le style, elle est blasée, elle a un passé un peu lourd, machin, tu vois, et du coup ça t'évite de faire des tas d'expositions compliquées sur sa famille, sa situation, etc. Et après, bien sûr, tous ces codes, libre à toi de jouer avec et de les tordre et de les retourner, et c'est aussi ça qui est intéressant, de les revigorer, évidemment. Ouais, c'est sûr. Pendant que Didier, lui, il cherchait à monter le budget, on perdait pas de temps, j'étais payé pour faire le storyboard pendant ce temps-là, si bien que le film avançait malgré tout, il a pris ce risque comme ça de financer le storyboard. Ok. Et le choix de faire un mélange de 2D et 3D, il est arrivé à quel moment? Parce que de ce que j'ai vu dans une interview que tu avais déjà donnée auparavant, c'est vraiment un choix aussi artistique, de dire les humains sont en 2D, les machines sont en 3D, mais à quel moment ça s'est fait vraiment ce truc-là, et aussi je pense qu'on en parlera après, mais à quel point ça joue dans le côté aussi supervision de mélanger ces codes, enfin pas ces codes, mais ces techniques-là. Ouais. Voilà. Bah, c'est une idée qui est arrivée assez tôt, hein, je crois vraiment pendant le scénario ou vers la fin de l'écriture. Je me suis dit tiens, ce serait bien de faire comme ça, pour distinguer à la fois j'allais dire les espèces vivantes du film et en même temps les confondre parce que malgré tout la 3D la technique 3D qui régit les robots, elle est soumise au cel shading, donc c'est cette volonté d'imiter la 2D et donc d'imiter les humains, si on prend la métaphore sur le film, et donc mais mon espoir était quand même qu'on ressente une légère différence entre l'animation 2D des humains et celle 3D des robots, puisque le volume allait être absolument parfait chez les robots et un peu moins chez les humains, et leur donner quelque chose d'un peu plus organique. Alors après, il se trouve que j'ai une copine qui s'appelle Mary Frank qui m'a dit bah non, mais ton dessin, il est complètement clinique, on voit pas la différence. Donc je vais refaire un peu.
Elle a dit ça après avoir vu le film. Ouais. Ouais, non, c'est un peu. Moi, je trouve que ça se voit quand même. Je trouve que c'est subtil, c'est subtil. Ouais, mais ton dessin, il est un peu. Pareil, clinique, elle a dit. Ouais, je crois qu'elle a dû dire ça, ou froid, ou je sais plus. Il y a un truc un peu comme ça, peut-être, mais non, mais j'aime bien le fait que ça soit subtil, justement. Je trouve que ça marche hyper bien. Oui. Oui, je pense que plein de gens se rendront pas compte qu'il y a des techniques différentes, mais pourront ressentir justement le côté mouvement. Parce que c'est vrai que la 2D cel shading, enfin, il y a plein de séries où on voit un véhicule en 3D et moi je peux le repérer et d'autres se diront juste que c'est du dessin aussi, quoi. Donc ça, c'est toujours un peu Oui, ça subtil dépend là-dessus. après à quel niveau tu es impliqué, peut-être dans le milieu de l'animation ou pas. Mais je pense quand même qu'inconsciemment, ça doit jouer un petit peu. Moi, je l'espère. Après, j'ai pas de prise sur la réception du public, évidemment. On espère des choses, on fait attention, mais après, le film appartient à ceux qui le regardent. Donc, c'est plus de mon ressort. Mais voilà. Et alors, la nuance quand même à dire, c'est que tous les robots ne sont pas faits en 3D parce que ce qui compte, c'est plutôt ce qu'ils ont en tête, c'est-à-dire la façon dont eux-mêmes se considèrent. C'est-à-dire que Carlos, qui a un corps totalement artificiel, il a été dessiné en 2D une grande partie du temps du film parce que lui il se considère encore humain, du fait d'avoir sa mémoire de quand il avait un corps cellulaire, on va dire. Et au moment du film, malgré son corps artificiel, voilà, pour lui, il est humain, donc il est dessiné par des humains. Mais c'était aussi l'intérêt, c'est que ce personnage, il a un arc dramatique spécifique qui le fait passer d'une technique à l'autre, le long du film. Ouais. Pour que ça soit également signifiant, que ce soit pas juste une technique qui soit là pour se compliquer la vie ou quoi, mais aussi pour que ça ait du sens symboliquement, quoi. Oui, c'est ça, parce que souvent la 3D est utilisée pour simplifier la chose, quoi, d'avoir un véhicule qui bouge en perspective, c'est chiant en 2D, donc on le fait en 3D. Enfin, c'est comme ça souvent en série que c'est utilisé, quoi. C'est ça, et c'est le cas aussi au final, hein. C'est-à-dire que sachant qu'on allait être en 3D, on pouvait se faire des designs de robots un peu chiants que les animateurs et animatrices n'auraient pas à se taper et suer à les dessiner. Cela dit, on a bien sué sur Carlos quand voilà. même, c'est sûr. Carlos, il a énormément de détails. Et enfin, après, c'était aussi intéressant, je trouve. Parce que, bon, c'est vrai que c'était vraiment pénible à dessiner tous ces petits machins, ses épaules, les articulations. Tu as quand même pas mal simplifié, je trouve, par rapport à ce que ça aurait pu être. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, non, mais c'était quand même long. On aurait pu le faire en 3D et ça aurait vachement perdu. Enfin, on aurait eu plus de mal à faire les interactions. Enfin, ça aurait devenu un truc assez pénible de faire les interactions entre Aline et lui. Alors que le fait de le dessiner, ben, en fait, on pouvait tout gérer d'un coup. Et enfin, il était à nous, en fait, le personnage à l'équipe 2D sur Paris. Il n'était pas à la réunion avec notre incroyable équipe 3D à Gamshan. Enfin, on pouvait vraiment le gérer chez nous. Je trouve que ça rendait enfin, ça avait cet avantage aussi, quoi, pour lui en particulier. Oui, puis il faut aussi se rappeler que, puisqu'on parle technique, il est habillé, Carlos, il a des vêtements. Et les vêtements traités en 2D et en 3D, je pense que là, la différence se serait extrêmement vue. Les plis n'auraient pas été stylisés de la même manière et on aurait vraiment... Alors que, voilà, c'est ça, il fallait au moins cette confusion-là, même à des moments où... Non, mais je crois que vraiment, en fait, on profite du moment où il se retrouve vraiment tout nu pour passer en 3D, et parce que ça correspond aussi de toute façon à un moment de son arc et de sa façon de se voir. Donc, on dirait que ça a été bien pensé, ce film, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, quand il est en 3D, la tête est aussi en 3D ou ça reste Non, on a tenté l'effet. Moi, c'était mon intention au tout départ, c'était que même sa tête était en 3D. Et puis, pareil, je me suis dit, les cheveux, ça va pas faire... on va sentir une différence de stylisation, etc. On a quand même profité de cette tête qui a été modélisée dans certains effets. Mais non, on a gardé en 2D. Puis je trouvais qu'au final, ça avait plus de sens qu'il soit en intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ait les deux à la fois. Oui, que sa tête soit un peu son esprit d'avant, etc. Enfin, que sa tête soit l'humain d'avant. Il y a une hésitation sur sa propre nature, en réalité. Donc, je trouvais que le fait d'avoir les deux à la fois était une bonne manière de symboliser cette hésitation. Ouais, puis même aussi pour revenir à la problématique technique, c'est que le rig
robot et le rig chair. C'est pas du tout la même chose. Et en fait, oui. ça nous aurait demandé, je pense, beaucoup plus de temps et de peut-être une attention toute particulière à juste bien riguer sa tête pour qu'on puisse faire des trucs qu'on fait plus facilement en 2D. Ça aurait été vraiment ça aurait été une galère, je pense. Je pensais à une séquence en particulier qui aurait peut-être été plus simple pour certaines choses de collision entre sa tête et ses mains, mais les expressions qu'il aurait eues, elles n'auraient pas été aussi fortes qu'en dessin. Ou alors il aurait fallu vraiment, on peut vraiment faire énormément de choses en 3D, ça aurait pu être très fort, mais ça nous aurait pris un temps infini pour riguer tout son visage, son menton, ses rides, etc. Ouais, alors que les robots, en fait, au final, d'une certaine manière, c'était des rigs simples, surtout au niveau du mesh, quoi. Il y avait beaucoup moins de problèmes de 3D, quoi. C'était vachement plus approprié. Bah, après, c'est ça, c'est qu'il y avait ce côté, en fait, les véhicules également sont en 3D, donc il y a un côté justement où tu rapproches les deux, c'est-à-dire que on parle d'objets qui sont manufacturés, en fait. Cela dit, qui sont sensibles, c'est c'est une thèse du film évidemment, enfin c'est même pas une thèse, c'est complètement leur nature dans le film, mais malgré tout, qu'il y a un rapprochement quand même entre les véhicules ou même certains props et les robots eux-mêmes. Et les robots en 3D, généralement, ils n'ont pas de visage ou un visage qui est figé. Sur lequel on peut justement projeter des expressions, des personnalités, etc. Il y a des personnages qui changent de voix et en changeant de voix, ils changent de genre. Et ça, en fait, c'était un travail de design pour le coup de trouver des visages qui à la fois marchent avec les deux et qu'on puisse se dire que ah bah oui, en fait, c'est vraiment une convention, un peu finalement comme nos téléphones qui ont des voix de synthèse où on peut choisir homme ou femme, voilà. Et en fait, c'est vraiment à l'intention de l'utilisateur de projeter un homme ou une femme, enfin, ça n'a pas de sens en réalité. Oui, c'est ça. Et au niveau de ce mélange 2D, 3D, à quel point c'était, enfin, plutôt, avec quoi vous l'avez testé au début pour vous dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'était une relation, une interaction 3D, 2D pour tester la façon de faire? On l'a testé en faisant en vrai. Enfin, en fait, le truc, c'est que comme Jérémy avait cette idée de mélanger 2D, 3D, moi et Nils, on était super motivés par l'idée d'essayer Grease Pencil, qui est un outil 2D sur Blender. Et on a fait une formation. Et en fait, la formation, elle était, on l'a faite à la fin du board. Donc la prod elle était déjà quasi lancée en fait. Donc on était en mode on va essayer et en fait on n'a pas vraiment de plan B à part juste tout faire en 2D. Enfin, non mais en vrai on avait juste quelques plans tests qui sont dans le film du coup, enfin qui nous a servi de test. Où on a tenté justement le rig l'EM, le robot qu'on voit dès le début avec une interaction avec Aline. Et ça fonctionnait. On a réussi à faire un truc et on s'est dit qu'on allait faire ça. Après, peut-être que je m'avance un petit peu, mais on s'est rendu compte aussi qu'il fallait un vrai pipe 3D pour vraiment pouvoir utiliser Grease Pencil. Donc au fur et à mesure, on a enlevé des plans qu'on avait prévu de faire sur Grease Pencil parce que on n'avait pas du tout la place pour ça c'était pas prévu en fait d'avoir un pipe 3D en interne à Paris quoi. En fait, si ça a été prévu au départ et puis annulé parce que après on rentrerait dans des histoires de conflits avec la prod, mais il y a des choses qu'on avait pensées et qui n'ont pas pu avoir lieu et donc de fait on a dû revoir, on a dû se réarranger quoi. Mais oui, il y a beaucoup de plans Grease Pencil qui sont repassés sous Animate, puisque c'est sous Animate qu'on a travaillé l'animation 2D. Et parce que c'est vrai qu'après, il faut réussir à mélanger l'ensemble. On parle le côté à l'écran, ça va être mélangé, mais aussi dans la production, c'est mélangé. Est-ce qu'on envoie de la 2D faite ailleurs dans Blender? Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent coincer, quoi. Il y a une vidéo là, il n'y a pas longtemps sur le pipeline qui explique un peu ces trucs-là. C'est ça, et puis on s'est rendu compte aussi que assez peu d'animateurs et d'animatrices maîtrisaient Grease Pencil parce que c'est très nouveau aussi, donc oui, ça vient d'arriver en gros. C'est un petit peu ça, quoi.
Et ça fait que on pouvait pas non plus trop. C'est-à-dire que si on avait gardé tous nos plans Grease Pencil, ça aurait été la même personne qui les faisait tous et ça aurait bouchonné quoi. En fait, on avait comme idée aussi de faire la formation que moi et Nice avons fait aux équipes et en fait, ça allait pas du tout être possible avec le planning et le recrutement, les gens qui arrivaient au fur et à mesure. Enfin, bref, c'était impossible de mettre en place dans le délai en tout cas. Et du coup, au final, c'est que c'était Nils et moi les experts Grease Pencil sur place avec 2 semaines de formation. Ouais, après, il y a des. On était pas contents, hein, mais. Ouais, on s'est rendu compte que au layout, plus tard, Gabriel, il connaissait Grease Pencil et il maîtrisait. Il nous a fait quelques plans très réussis comme ça. C'est lui qui a terminé avec Nice. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais au moment où on a commencé, il n'était pas encore là, donc on ne savait pas. Et puis, il n'était pas dans le recrutement du tout, en fait. Il est arrivé dans un second temps. Donc, voilà, en fait, ça aurait été, on aurait pu avoir de la chance et tomber sur des gens qui connaissaient un petit peu. Mais en fait, c'était un pari un peu trop. On ne savait pas comment on allait s'en sortir. Oui. Et donc, c'est un truc que je me demandais, c'est fait complètement dans Grease Pencil. Enfin, à quel point vous allez jusqu'au clean, etc. et toutes les étapes d'après? Ou est-ce que vous faites juste le rough dans le Grease Pencil et ensuite ça part ailleurs pour être clean? Non, on avait de l'assist Grease Pencil. En fait, on a le studio de sous-traitance autour de Minuit. Oui, c'est Angoulême, Borderline. Borderline. Ils étaient en train de produire un film sur Grease Pencil au même moment. Et donc, c'était avec eux qu'on avait mis en place cette idée aussi de travailler sur Grease Pencil parce qu'on était censé avoir un échange avec eux et au final là-dessus. Et au final, c'était aussi pour des raisons de planning et tout. En fait, c'était pas vraiment gérable. Mais ils nous ont fourni. On avait une animatrice chez eux, Anaïs Imperturbable, et je crois aussi une assiste en fait, quelqu'un qui faisait de l'assistanat dessus. Et du coup, ça allait jusqu'à l'assistanat. Après, la colo, je crois que ça a été fait, on sortait tout en PNG, je crois. Je me souviens plus si on avait fait de la colo ou pas, mais il me semble qu'on avait testé et c'était super galère. Non, la colo a été faite quand même dans Grease Pencil. Dans Grease Pencil, ok. Oui, c'est vrai, il y avait tout un délire avec les palettes et tout. Bref, c'était un truc. Après, juste, je vais corriger, pardon, un truc que tu as dit. Tu as dit que Borderline, c'était un studio de sous-traitance. C'est pas vrai. Hein. C'était un studio partenaire au même titre que les autres. Sous-traitance, c'est vraiment un autre rapport qu'on a. C'est généralement un truc un peu colonial où tu envoies des plans d'anime rabais. Bah ouais, je veux dire, quand l'animation française travaille avec des studios en Corée du Nord ou en Inde pour pas cher, moi je considère que c'est les blancs qui vont faire travailler les racisés loin, pas cher, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, je vois aussi ce que tu veux dire dans ce truc-là. Ouais. Ce qui n'est pas notre cas, et ce que je veux dire, c'est que. Oui, on était en coproduction avec eux. Oui. C'est vrai. Et justement, ils regardent cette vidéo, qui soit non, mais attendez, quoi. Je voudrais établir la vérité. Mais c'est parce que tu es suédoise et donc tu ne connais pas tout notre vocabulaire, c'est normal. En vrai, je peux zapper la partie là s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut, j'enlève ce truc-là, si le côté sous-traitant. Ok. Et donc, par rapport à ce côté multi-studio, justement, parce que tu dis qu'il y a toi et Nils, est-ce que chacun était dans un studio dans une ville différente, du coup, et que vous communiquiez ou est-ce que c'était depuis le même endroit où vous supervisez l'ensemble? Comment ça fonctionne là-dessus? Nils et moi, on était tous les deux à Paris. Après, on avait un chef anime 3D à Gaoshan à La Réunion. Et puis, à la base, on était les uniques superviseurs de Borderline aussi. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que pareil, c'était pas gérable, donc on a eu aussi une superviseuse sur place. Enfin, elle n'était pas sur place, elle était à distance. Oui, mais elle s'occupait en tout cas des équipes et on voulait retrouver l'équivalent et la dynamique qu'on avait avec Gaoshan et le chef anime qu'ils avaient là-bas pour faire le lien avec les équipes, etc. et pour superviser et aider. Quoi.
Parce que c'est un défi en plus, ça, d'être multiplié comme ça. Ouais. Bon. Ça a été un peu le cas avec tous les studios. C'est-à-dire que même chez Tchak, à Lille, Michael Robert, qui est le DA du film, il supervisait aussi beaucoup les décors. Et il avait affaire en face à un chef déco là-bas pour aider à justement rassembler les informations et travailler plutôt que d'appeler une personne à la fois et de gérer tout ça. Enfin voilà, il y avait une efficacité qui a été faite comme ça, mais c'est vrai que nous tous, on était les chefs de poste, disons, principaux, on était à Paris chez Je suis bien content. Ok. Et au niveau de l'animation en elle-même, comment ça a été défini on va dire le style, pour avoir un mot générique de cette animation-là, qui est justement dans ce côté aussi assez réaliste, des proportions, proportions humaines, etc. Comment ça a été choisi, géré pendant la prod? Bah, j'ai l'impression que en fait c'était presque enfin si je comprends bien la question en tout cas j'avais l'impression que c'était presque un non-dit parce que on avait déjà travaillé avec Jérémy, Lys et moi moi je partais du principe que ça allait juste être comme ce que tu fais d'habitude, comme ce que tu as fait sur Last Man. En mieux fait. En mieux. Et enfin, on espérait. et du coup c'est la prolongation de ce que tu as fait sur le clip de ouais bien sûr, bien sûr. Et donc l'esthétisme, c'est le tien, quoi. Oui, mixé à celui de Michael pour ce qui est de la partie décor et disons photographique, voilà. Mais oui, pour les personnages, c'était effectivement, j'ai fait les premiers designs principaux et puis à un moment donné, quand il n'y avait plus le temps, on se les a partagés. T'en as fait un peu d'ailleurs. J'en ai fait un. Ouais. T'en as fait qu'un seul? Bah, j'ai fait le méchant. Non, t'en as fait deux. T'as fait aussi Blazek. Ah oui, c'est vrai. Voilà. T'en as fait 3. J'en ai fait 3? Ouais, un technicien. Bah non, c'est Blazek, c'est le même. Non, c'est Blazek, c'est le même. C'est juste qu'il a un tablier d'un côté, puis il a un blouson noir de l'autre. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que je suis partout dans le générique. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi aussi. Hein. Et encore, il y a des endroits où je me suis pas mis, je fais genre, eh oh, ça va. Et gros, ça y est. Faut pas. Musique part. Ouais. Mais ouais, en tout cas, l'initiation graphique, c'est moi. Et puis, le type d'animation, etc., était quand même aussi vachement dépendante je crois, de notre expérience commune sur Last Man, qu'on voulait quand même un peu pousser plus loin, et du storyboard que j'avais pondu, quoi. Il y avait un truc déjà, beaucoup d'intention dans le storyboard, et en termes d'acting et tout ça, même si l'animation a agrémenté ça encore de nuances et de subtilités qui n'étaient évidemment pas dans le storyboard, mais quand même, ça donnait déjà une bonne direction de la piste à suivre. Et comme le disait Anne, avec Nils et toi, on s'est dit, voilà, pour être à la fois efficace et ouais, efficace surtout, en fait. Il y avait une volonté d'une animation assez épurée, mais qui en même temps est réaliste et quand même aussi pas trop, comment dire... Pas trop bourré d'artifices et de musique graphique. Enfin, en fait, c'est un style graphique qui nous convient très très bien à tous les trois, enfin à Nice et moi, je parle pour Nice. Non, mais je pense qu'il dirait la même chose. Bah oui, non, mais on aime bien le réalisme épuré, donc j'ai l'impression que c'était assez naturel en fait. C'est ça. Et puis on est tous les trois assez chiants et critiques sur les types d'animes redondants qui sont là tout le temps, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est des réflexes d'animateurs et d'animatrices. Les façons de marcher ou les choses comme ça, peut-être. Comment ? Un peu les façons de marcher un peu clichés dans. Oui, ou de tourner la tête tout simplement. Ouais, ça c'est un truc qui revenait souvent. Ou certaines expressions comme les expressions à la californienne, avec du versus avec les sourcils comme ça, et le sourire narquois hyper prétentieux. C'est des trucs qu'on est là genre, on déteste ça. Et donc, on essaie à chaque fois esquiver ces trucs-là et de revenir à la réalité pour voir comment les gens bougent pour de vrai, quelles expressions ils peuvent faire. Et parfois, c'est des expressions qui sont pas très jolies, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie, quoi. Je veux dire, de faire apparaître des tendons dans le cou, d'avoir des rides sur le front, ça apparaît, c'est comme ça, il faut faire avec. S'il y a un tic de graphique, peut-être qu'on peut te... Oh non, le dis pas officiellement. Oui, vas-y. Non, mais s'il y a un truc que tu fais, je trouve qui fait ressortir, enfin on reconnaît, c'est des plis de cou. Ouais. Genre, J'en ai moins fait que dans la semaine de mémoire. Ah, peut-être, ouais.
Ouais. Là, j'avais un peu abusé à certains moments. J'avais peur que ça devienne ta marque de fabrique. Et comment ça s'est passé sur le côté, justement, supervision de l'animation? À quel moment t'interviens? Est-ce qu'il y a d'abord un blocking de l'anime et ensuite toi tu vas venir pour voir si l'intention est bien respectée et tout? Est-ce que tu vois un truc déjà un peu plus avancé? Et puis j'imagine que toi, Jérémy, tu vois ça encore plus loin dans la chaîne, quoi. Alors, enfin, dans la chronologie dans la procédé, en fait, en mois et demi, on a commencé au board. Je sais pas si je réponds dans le bon sens en fait, mais on a commencé au board donc à la fin du board, Jérémy il avait quasiment tout fait, donc on est arrivé à la fin. Et ensuite, on a enchaîné sur le layout mois et Nice, et quand les équipes sont arrivées, on supervisait d'abord le layout. Et ensuite, quand l'anime devait commencer, on a basculé et on a remplacé la supervision. Enfin, on a été remplacé à la supervision par quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, c'était ma première expérience de supervision tout court, donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, mais j'avais l'impression d'avoir fait ça dans ce sens-là. Ça donnait une impression globale qui aidait pas mal à savoir à mieux comprendre les intentions du projet. À quel moment on a intervenu? Après, c'était un pipe très classique, hein, layout, anime, assist, comme tout le temps en fait. Ouais, c'est ça, avec des étapes de validation dans les animations, avec des validations des refs, ouais, voilà. C'est là-dessus que je pense que ma question n'était pas très claire, mais c'était là-dessus, en gros, quand un animateur ou une animatrice travaille, à quel moment toi t'arrives pour avoir ta première étape de validation avant de passer à la suite? Toi, c'est plus ça. À quel moment? En général, on disait juste aux animateurs quand ils avaient fait une première passe, ils savaient plus comment. Quand ils avaient besoin d'un retour pour. En gros, quand ils bloquaient, quoi. On regardait la séquence et on fait un retour en plan par plan. Je sais pas s'il y a d'autres façons de faire, parce que moi j'ai vraiment toujours bossé comme ça. C'est qu'on nous donne des séquences avec des scènes et quand on a fait une passe, on l'a fait valider, on se prend plein de retakes dans la tronche qui arrive aussi. Et après on continue sur le tie down et ensuite deuxième passe de valide, petite passe de retake encore peut-être, et ensuite valide, assist, colo. Donc en général, c'est quand les animateurs ils en ont besoin en fait, quand ils commencent à tourner en rond. Il y a un mix entre quand les animateurs en ont besoin, ce qui est tout à fait normal, et aussi à un moment donné quand le compositing ou le clean d'après en ont besoin aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que tout superpose. Oui, non, c'est pas genre. Il y a une estimation qui est faite de combien de temps il faut pour faire tel plan. Et tous les plans ne se valent pas. Il y a des plans qui se font très vite en une matinée, puis d'autres, ça prend 3-4 jours, parfois une semaine, pour les plans les plus complexes. Voire peut-être même plus, certains, franchement. Bien sûr. Et donc, c'est un mix entre ces deux notions, quand même. Voilà. Ok. Parce que c'est vrai que c'est un truc où je pense qu'on n'a pas... Enfin, je sais même pas à quel point en école, parce que j'ai pas fait d'école d'animation de mon côté, c'est plus via le côté développement logiciel et interview que j'apprends les trucs. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément très clair pour les gens qui sont en école avec qui j'ai discuté de comment ça se passe en vrai derrière, et que c'est au premier stage ou au premier emploi qu'on se rend compte en fait du vrai truc, quoi. Donc, vrai. Même quand tu... nous, on a fait les Gobelins tous les deux à des époques différentes, mais c'est vrai que même quand on a un semblant de prod parce qu'on fait un film à plusieurs, en fait ça n'a rien à voir au final avec le milieu artistique, le milieu de l'anime, pardon. Une prod en général c'est vachement plus, comme il y a plus de monde, forcément il y a des étapes à respecter, comme ça. Mais oui, je comprends mieux ta question du coup. Moi je comprends aussi surtout que tu fais toutes ces vidéos pour nous piquer toutes nos techniques en fait. C'est ça, pour apprendre de l'extérieur, gratter les infos. C'est ça.
Non, mais c'est un truc aussi qu'il faut se dire, mais je sais que tu as fait une vidéo avec Chloé, je crois, où elle disait que faire des écoles, c'est une chose, mais c'est pas obligatoire, et qu'on peut aussi travailler dans ce milieu sans avoir des diplômes et des machins. Je sais que par exemple, Michael Robert, le DA du film, il a tenté les Gobelins plusieurs fois sans jamais l'obtenir. Ça l'a pas empêché d'être quand même le DA de plusieurs longs métrages, tu vois, donc comme quoi on s'en fout. Moi, personnellement, je sais pas si c'est comme ça dans les autres studios avec les autres réalisateurs et réalisatrices, mais je m'en fous complètement des diplômes des gens. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont fait avant ou ce qu'ils savent faire et s'ils collent avec le projet, quoi, tout simplement. Et puis c'est bien aussi de donner sa chance aux gens. Moi, j'aime bien ramener des gens qui ont jamais bossé dans l'anime, tu vois. Même qui sont pas faits pour ça, quoi. Et c'est comme ça que le motion designer, c'est un streamer dont j'aimais bien le layout sur Twitch, et je me suis dit, tiens, lui, il pourrait faire des super interfaces d'ordi. Et donc voilà, tu vois, j'ai été chercher ce gars-là, qui s'appelle Sridot, Guillaume. Et ouais, et puis même, il y a une séquence du film qui a été faite par un duo d'Allemands qui sont des demo makers. C'est une scène underground, informatique, artistique, qui date du Commodore 64, qui a été très florissante sur Amiga, et qui a continué sur PC derrière et tout. C'est vraiment un truc hyper méga nerd, attention. Et ben voilà, eux, ils font des séquences, disons, artistiques comme ça, des œuvres sur ordinateur, totalement gratuits, qui distribuent comme ça à qui est intéressé. Et c'est des œuvres très ordinateur, quoi. Enfin, pour moi, ça a une esthétique d'ordi et qui donc pouvait servir le film. Et c'est un truc qui me fascine depuis que je suis ado, hein, et que j'ai un Amiga. Et voilà, et donc je voulais ramener ces gens-là aussi là-dedans. C'était très cool d'avoir ça dans le film. Et d'ailleurs, est-ce que en tant que chef anime, est-ce que tu interviens aussi dans le côté trouver les personnes qui vont être dans l'équipe, ou est-ce que c'est pas du tout ta partie? Ah oui, le recrutement, on était totalement impliqués, c'est sûr. C'est vrai on avait envie aussi, enfin on a envie de manière générale à avoir un certain mélange de profils. C'est toujours intéressant, mais pour nuancer un petit peu, souvent ça se fait un peu tout seul en fait, la concentration de sortant de certains types d'écoles parce que les gens se connaissent et c'est Paris en plus, donc c'est un petit milieu. Enfin bref, on n'est pas on réussit pas autant qu'on se voudrait, je pense, à avoir une équipe hétérogène. On a quand même essayé sur Mars, on avait par exemple une personne autodidacte qui avait de l'expérience avec l'anime japonaise, enfin qui n'avait pas fait d'école. Ça arrive, mais sinon, ouais, le recrutement, tout à fait, on était totalement dedans avec Nils. Toi aussi, hein, tu avais des profils d'animateurs que tu trouvais sur Instagram parfois. On essayait vraiment de sortir un petit peu du. Moi, je fais ça sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Je suis, dès que je tombe sur un profil de gens de l'anime ou qui font de l'animation, généralement, je suis un peu à l'aveugle en me disant on trouve jamais. Je pense que c'est assez habituel, en tout cas, que les superviseurs, surtout les superviseurs, s'occupent de recrutement, mais je pense aussi que les réels, ils ont envie de s'impliquer aussi, quoi. Bah oui, souvent vous faisiez des présélections, puis vous m'en parliez après, genre j'ai l'impression que cette personne ça ira bien et tout. Genre, ah bah oui, je fais confiance. En gros, ça finissait comme ça. Hein. C'est genre, d'accord, si vous voulez. Puis j'avoue, on n'était pas non plus, je sais pas, je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'on était un peu dans une période où il y avait beaucoup de demandes pour les animateurs réalistes. Et on n'avait pas non plus l'embarras du choix parce que on était aussi en concurrence avec des prods vachement mieux payés. Le long, c'est des salaires corrects, mais qui font pas concurrence avec la pub et des projets plus courts potentiellement. Du coup, on avait une très très longue liste qui s'est rétrécie au fur et à mesure quand on avait les retours sur leur disponibilité et tout ça. Oui, c'est ça, on était en concurrence à la fois avec la saison 2 de la SMAP et avec toutes les pubs et les trailers de jeux vidéo d'Ubisoft et les trucs de ce genre-là, quoi, qui sont tous un peu quelque part, je vais me lancer dans un truc de branleur, hein, mais qui sont tous quelque part un peu issus du succès de la SMAP. Moi, je trouve, hein. Avec le recul, j'en ai plus rien à foutre, je le dis, quoi.
Donc bref, on Ouais, était en concurrence avec nous-mêmes. Je le crois aussi, genre, je pense qu'il y a eu un vrai truc de genre, ah oui, bah, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi, et c'est cool, et tout le monde aime. Non, mais tant mieux, hein, ça veut dire que ça a permis de développer des capacités techniques chez plein d'animateurs et d'animatrices qui ont rodé un style là-dedans et qui maintenant sont disponibles. Avec nous, après. Bah, c'est ça, voilà. Enfin, bon, ils ont été habitués à être mieux payés, donc évidemment qu'ils vont jamais revenir, ils sont perdus dans la publicité à tout jamais maintenant. Mais on sait jamais, peut-être que. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un cas de figure assez particulier. Les animateurs qui travaillent beaucoup sur des publicités, des choses comme ça, le salaire fait qu'ils prennent un train de vie et après ils ont du mal à revenir sur des salaires de long métrage ou encore pire de séries, puisque c'est moins bien payé encore. Et bon, bah, voilà. Oui, parce que la pub, c'est vraiment, de ce que j'ai compris, le côté très intense. C'est tu te tues sur le truc pendant quelques semaines ou quoi. Et après, derrière, t'es tranquille, on va dire, pendant quelques temps, alors que normalement, t'aurais dû faire quelques mois pour avoir ça, quoi. Et c'est aussi un truc que je peux comprendre, c'est que du coup, tu passes d'un projet à l'autre beaucoup plus rapidement, tu changes d'univers, donc c'est aussi très agréable, hein, c'est aussi tout l'intérêt d'être au régime intermittent et de gérer un petit peu son emploi du temps et voilà, et de passer d'un monde à l'autre, c'est aussi très agréable, plutôt que d'être enfermé comme moi pendant 5 ans et demi sur le même film, je recommande à personne. Hein. Bah, c'est vrai que ça, c'est un des trucs aussi que j'aime bien évoquer souvent, le côté plus personnel, on va dire, de comment on prend cette dose à la fois cette dose de travail, mais aussi cette dose de ce qu'on a dans la tête tout le temps sur il faut faire ça, enfin, que ce soit au niveau de la supervision ou de la réelle, où il y a encore plus de trucs à gérer. Et comment vous gérez un petit peu ce truc-là? Est-ce que vous arrivez à sortir un petit peu de ça pendant que vous êtes dans la prod? Ou est-ce que c'est vraiment tout le temps juste un tunnel, quoi, et on pense qu'à ça tout le temps jusqu'à ce que ça soit fini? On gère mal. Non. Ouais. Oui, je veux dire, c'est des suites de rupture, c'est de vie privée qui n'existe pas, de repousser les rendez-vous chez le dentiste ou chez l'ophtalmo. À la fin, j'étais aveugle du film, donc là, j'ai changé. Maintenant, j'ai des verres progressifs. C'est de dire le niveau, j'ai perdu des cheveux, enfin bref. Ouais, les cheveux, c'est vraiment un truc. Ça me barbe les cheveux, c'est un peu sauvage de faire mesure. Bah non, mais c'est vrai, c'est hyper prenant, surtout pour le réal et le DA en général. Ah, nous, on a retrouvé notre virginité, je vais dire, on est devenu des picots. Ouais, c'était une idée de 7, quoi. Mais c'était un peu vrai. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Je pense que j'avais peut-être pas besoin de le prendre comme ça, mais j'étais vachement impliquée, donc je me suis vachement fatiguée, c'est sûr. C'était fatigant. C'était fatigant. Ouais. Oui, parce que on parle le film a pris 5 ans à être fait, mais c'est combien de temps la production en elle-même pour vraiment fabriquer le film? C'était pas genre 2 ans? Ouais, peut-être 2 ans. Parce qu'on a commencé. J'aurais dit peut-être un poil plus, mais. Ouais, quelques mois de plus, mais genre, vous avez terminé, parce que je suis partie avant la fin, vous avez terminé genre en septembre, je crois, et on avait démarré en début d'année. On n'a pas fini en septembre. Ah bon? Bah non, on a fini tout juste avant Cannes, et Cannes c'est en mai, donc on a fini en mai. Oui, mais c'était du son et. Pas que, le compositing continue encore. Ah oui, le compositing, donc le compositing fait quand même encore toujours partie de la prod, je pense. Oui, c'est vrai, je pense je suis hyper narcissique. Je pense qu'à ma partie. Ouais, ma partie, oui, parce que c'est ma partie la plus importante. Bah, même Nils, il a fini, au bout d'un moment, les différents postes, ils se terminaient à 2 semaines d'écart à chaque fois, tu vois. L'anime a fini, il restait 2 semaines de compo, le compo est fini, il restait 2 semaines d'étalonnage et de... Enfin non, même pas, je dis n'importe quoi. Compo et étalonnage, c'était presque en même temps. Je veux dire, il manquait des plans. L'après-midi, on allait faire de la supervision de compo pour le lendemain matin revenir à l'étalot et faire vite, rajoute ce plan et tout. Enfin, bon, voilà, c'était. C'est terminé en septembre, je sais pas. En fait, je n'étais pas là. Il a terminé plus tard. Hein. Okay. Ah oui, non, mais c'est vrai, on a fait un peu de fin de prod, genre novembre. C'est ça, et en fait, c'était pas. Et c'était pas la fin. C'était peut-être pour le layout. Ou pour, je sais plus, peut-être pour le storyboard. Donc moi je dirais 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Hein. En fait, j'ai plus les dates exactement en tête. Pour moi, tout ça n'est qu'un long continuum infernal. C'est ça. Voilà. Et justement, tu parlais de storyboard, layout, tout ça. Est-ce que il y aurait qu'est-ce que vous auriez à dire sur le côté mise en scène? Est-ce qu'il y a des trucs en particulier justement qui sont peut-être différents d'autres prods que vous avez faites? Ou alors le côté un peu limite plus
fiction, prise de vue réelle aussi dans la façon de mettre en scène? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été possibles juste parce que c'était de l'animation? Ou est-ce que vous colliez plus au côté ça pourrait être filmé, on va dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Bah, c'est vrai que Jérémy, il y a beaucoup surtout des références de cinéma live. Enfin, tu as des références de partout, mais c'est vrai qu'il y a un truc, un choix à pas vouloir faire un film d'anime, entre guillemets, enfin un film qui est juste un film de genre qui s'avère être animé. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on a fait en anime et qu'on n'aurait pas pu faire autrement, notamment pour la question d'argent. En fait, un film de science-fiction live, c'est toi qui m'as dit ça, c'est totalement vrai. C'est qu'en fait, le coût d'anime, de production d'anime, elle monte très vite, mais après, elle plafonne. D'une certaine manière, ça ne coûte pas forcément plus cher de faire un film de SF que de faire un film d'un autre genre en anime, alors qu'un film de SF en live, avec tout ce qui est CGI et 3D, tout ça, en fait, ça coûte une blinde. Donc, c'est vrai que pour que ça rende bien, en tout cas. Ouais, oui, mais pour que ça rende bien, exactement. Ou alors, c'est vraiment un film, genre de film qui montre rien, en fait, qui fonctionne sur d'autres... un truc à la Black Mirror, voilà, participation proche, t'as juste un device à designer, un téléphone bizarre, et c'est réglé, quoi. Mais là, c'était pas le cas de ce film. Ouais, Ah oui, d'accord, je croyais que tu sortais. Regarde, comme cet objet bizarre. Ouais. Exemple. Ok. Juste un appel. Voilà, merde, je suis perdu le film, excuse-moi. Oui, c'est ça sur la scène, mais alors il y a des choses dans le film qui sont effectivement qui profitent quand même de l'animation pour être fait. Et il y a effectivement un jeu qui moi me plaisait beaucoup, qui était bon, si tu veux, le film, une des thématiques, un des sujets du film, c'est cette frontière floue entre j'allais dire le naturel et l'artificiel, qui est un sujet classique de chez Philippe Cadic, tu vois, entre le vrai, le faux, le naturel et l'artificiel, cette frontière de plus en plus floue comme ça. J'ai pris cette thématique et je l'ai illustrée dans la mise en scène en prenant en considération que le naturel pour le spectateur au cinéma, c'est le cinéma live. C'est de penser que le cinéma, c'est ça, sa forme normale. Et que l'animation, c'est un truc un peu artificiel, justement, qu'il y a un filtre entre le spectateur et le sujet, puisque c'est du dessin, c'est un peu bizarre. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'est l'a priori, à mon avis, d'un spectateur lambda. Et donc, de jouer des codes du cinéma live avec un dessin en plus réaliste, etc., c'était une manière de flouter cette frontière et de la mélanger et de la rendre symbolique justement de cette thématique. Et c'est pourquoi il y a des séquences sur lesquelles j'ai fait exprès d'utiliser des choses qui n'ont pas de sens en animation, comme des demi-bonnettes sur les objectifs de caméra, comme de l'eau qui tombe d'une douche sur la caméra aussi, des gouttes, je veux dire, alors que on n'a pas de caméra en fait. Hein. Ouais. Et que en fait, c'était même un jeu, c'est-à-dire que dans la scène du périph', on voit un véhicule de secours qui désencastre Aline et Carlos qui sont pris dans leur propre voiture, qui sont pris au piège. Et il y a un plan de ce véhicule de secours qui a une espèce de bras au bout duquel il y a une douche qui va faire fondre une mousse. Et donc il y a un plan qui, pour moi, était un rappel de la douche de Psychose, parce que c'est à peu près le même cadrage frontal, sauf que dans Psychose, l'eau gicle sur la caméra mais ne produit aucun effet de goutte sur la lentille, et qui était même d'ailleurs un questionnement que les spectateurs avaient à l'époque, de dire mais comment il a fait pour pas arroser la caméra, et il a fait oublier, lui, là où moi je fais exprès alors que j'en ai pas, de rappeler qu'il y a une caméra en fait à ce moment-là, et donc de jouer le jeu inverse, mais parce que c'est justement pour participer de cet effet dont je te parlais plus tôt, quoi. Comment il a fait du coup? Bon, je crois qu'en fait, c'est simplement, ça tire sur les côtés, quoi. C'est une douche un peu fabriquée pour, il me semble, hein, c'est un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un truc... un jeu de miroir aussi, je sais pas, éventuellement, je sais plus. À creuser. Ouais. Okay. C'est vrai que c'est un truc où, en anime, justement, vu qu'on peut absolument tout faire et qu'il n'y a rien qui existe de base, il faut tout... Enfin, j'avais pas pensé à ce truc des gouttes sur la caméra ou je sais pas quoi, j'ai même pas trop fait attention au fait que ça arrivait dans le film. Moi, c'est toujours un truc qui me perturbe un peu dans les films où je me dis, si tout est en 3D...
pourquoi est-ce qu'on s'embête entre guillemets à mettre à rappeler qu'il y a une caméra alors que justement tout le principe c'est qu'il y en a pas et que du coup c'est mieux parce que c'est plus, on se dit pas qu'il y a une caméra, ça met pas cette distance, mais je sais pas. C'est ça. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas, c'est pas des trucs que j'ai inventés dans le film. Je veux dire, en effet, comme tu le dis, ça existait déjà. Et puis même faire un check cam dans de l'animation, déjà rien que ça, tu peux te poser la question. Vu qu'il y a personne qui porte la cam sur son épaule ou qu'il n'y a pas de sol sur lequel poser un trépied qui tremblerait si un métro passe à côté. Mais c'est des conventions qui rendent le truc pour le spectateur plus naturel et qui le crédibilise dans une physique et un espace qui a l'air réel, quoi. Ouais, puis mais c'est vrai aussi que dans le film, il y a les deux, quoi. C'est pas, c'est pas une mise en scène qui a comme but d'être genre comme un film live. Enfin, il y a des mouvements de caméra impossibles, des cadrages impossibles. En fait, il y a les deux. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Mais on faisait très attention à être juste en termes de profondeur de champ, de focale, d'imiter des objectifs 35 ou 16 ou quoi. Enfin voilà, ou d'imiter des caméras endoscopiques, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment un truc qui était assez travaillé et détaillé, notamment dès le storyboard, mais aussi avec au compositing avec Cyprien, on travaillait ces trucs-là, quoi. Ouais. Et dans le côté, on va dire direction des acteurs-actrices, comment ça s'est passé et comment est-ce que ça joue aussi peut-être aussi sur l'animation en elle-même, sur l'expressivité des personnages, tout ça? Parce que c'est justement c'est très réaliste, on va dire, dans la façon de jouer aussi, dans les voix, parce que souvent on peut entendre à l'oreille que c'est pas un film live qu'on est en train de voir, parce que l'animation a souvent une façon de jouer un peu différente. Et là, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Est-ce que c'est aussi une intention d'être plus réaliste, on va dire là-dessus? Est-ce qu'il y a une direction particulière des acteurs-actrices là-dessus? Oui, c'est ça. Ça rejoint toutes les autres composantes du film. On a tout traité de la même manière, c'est-à-dire qu'on a dit aux comédiens et aux comédiennes jouez comme si vous étiez, comme si c'était vrai, enfin, comme si c'était un film live. Et un film live relativement naturaliste en l'occurrence, parce que même dans le live tu peux être cartoon. En réalité il y a plein de films comme ça. Si on pense à Arizona Junior, c'est un cartoon en live, ou Gremlins aussi, ça aurait pu être un dessin animé. Bon, ces gens-là, jamais on leur demande pourquoi ils font pas un dessin animé plutôt qu'un film live, alors que nous on nous demande l'inverse. Mais bon, pourquoi vous faites de la SF en animation? Tu l'as dit, là sur Mars personne m'a emmerdé avec ça. Ça passe tout seul, parce que je pense peut-être le côté science-fiction fait que on se dit oui, non, je comprends, c'est compliqué. Ouais, peut-être. Ou peut-être que ça commence à changer un petit peu aussi niveau mentalité. Alors, c'est vrai qu'on me demande souvent quand même encore, mais t'aurais pas envie de faire du live plus tard, peut-être, pour essayer? Et je suis là, genre, bah, peut-être, mais là... Comme si c'était la prochaine étape. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, là, tu vas faire un vrai film, peut-être. Non, c'est... Alors, envie de faire un vrai film. Par ailleurs, je l'entends pas comme ça quand on me pose la question, c'est vraiment une curiosité sans arrière-pensée. C'est vraiment... Est-ce que ça t'intéresserait de tester cette technique-là, quoi? Vraiment, je l'ai entendu avec des sous-entendus, etc. Mais là, ces temps-ci, c'est pas comme ça qu'on me le pose. Et c'est plus, c'est une question aussi de, maintenant j'ai une certaine expérience dans cette technique de cinéma qui est le dessin animé. Ça serait un peu reprendre tout à zéro, quasiment, que de partir dans le live. Donc peut-être un jour, mais pas tout de suite. Bref, qu'est-ce qu'on racontait? Faut que tu fasses à l'extérieur. Ouais, c'est ça, voilà. Mais après, ça va plus vite à faire, a priori. Nous, c'est 5 ans et demi, là, il faut un film par an. Ouais, c'est vrai. C'est pas la même histoire, quoi. Ouais, tu passes 6 semaines à l'extérieur. Voilà. Mais donc, oui, la direction des comédiens et des comédiennes était celle-là, assez naturaliste, et c'est de la création de voix, évidemment, c'est pas du doublage. C'est-à-dire que Léa Drucker, elle n'avait pas d'image du film quand elle enregistrait sa voix. Mathieu Amalric non plus, Usul encore moins, enfin personne n'avait d'image, quoi. Et c'était à nous, Laurent Sarfati, moi et Martial Leminou, qui est le directeur plateau du film, de faire des descriptions des lieux, de la scène, de leur expliquer la situation, s'il y a du monde, si c'est bruyant, et donc s'ils doivent porter la voix parce que leur interlocuteur est loin ou quoi. Parce que la réalité, c'est qu'on était en mode... on venait à peine de sortir du confinement, du premier, je crois, ou du deuxième, je sais plus, pour l'enregistrement des voix, et que on pouvait pas être trop nombreux dans les studios d'enregistrement, donc on pouvait pas être... Il y avait assez peu d'interaction entre les comédiens et les comédiennes,
C'était vraiment un peu chacun son tour. Il y a des moments où on a un petit peu eu quand même Léa Drucker et Mathieu Amalric ensemble, ou Léa et Sébastien Chassagne, ou Léa et Daniel Lobé, qui fait Carlos. Et donc, voilà, pour certains moments, mais ils étaient dans des comment on appelle ça, des box un peu séparés quand même à distance. Et voilà, ils étaient enfermés dans une cage comme ça, on leur donnait de l'eau et du foin. Et, ouais. Et la direction, c'était naturaliste, imaginez, faites des propositions également. On leur donnait un cadre, un dialogue, mais si le dialogue il était dur à dire en bouche, ou qu'il y avait des moments où ça butait, où ça glissait trop, où ça marchait pas, et ben on réagissait instantanément et on retrouvait une autre formulation qui dit à peu près la même chose, et c'était parti, quoi. Et ça me semble de toute façon mieux de faire comme ça, et ensuite tu animes tes personnages autour, parce que ça enrichit encore les intentions du storyboard, tu vois, ça met des nuances, tu sens des mouvements d'épaule, des choses comme ça. Enfin, là, après, tu peux mieux en parler, peut-être. Mais... Après, on a fait ça un peu l'américaine, entre guillemets. Ce qu'on fait le plus souvent en France, c'est qu'on attend d'avoir les voix avant de faire les actings et les trucs comme ça. En fait, il me semble que vous avez fait les voix def assez tard, au final, quand on avait déjà entamé le layout. Ouais. On était peut-être même déjà sur le début de l'anime, je me souviens plus très bien. Oui, mais on avait enregistré des voix témoins pour tout le film, quand même, ça. avec Marie Chevalot et Martial Leminou, qui s'étaient répartis les rôles masculins et féminins de tout le film. Et ça nous donnait quand même une matière à faire le montage et à avoir un début de rythme quand même général. Mais quand on a enregistré les voix def, le storyboard n'était pas encore fini de mémoire. Ouais. Je crois aussi, ouais. Parce que justement, j'ai vu il y a encore hier, et je sais plus quand là, on s'est vu plein de fois là, il se remémorait que je lui avais envoyé le storyboard, mais que ça n'allait qu'à la moitié du film. Donc il a découvert le film en entier, il connaissait que le début en fait, la moitié. Et il l'a vu là? Ouais, il a tout vu. Ouais. Ouais. Il a trouvé que c'était d'extrême droite. Non, pas du tout. Facho, non. Le côté voix par rapport à comment est-ce qu'ensuite ça allait être animé? Comment est-ce qu'il y a ce lien-là? Donc oui, on avait quand même une certaine base. Après, on n'est pas non plus, pour des raisons de nécessité et aussi de choix, de goût juste, on n'est pas trop dans l'acting à la Disney, on n'aime pas trop ça, on n'aime pas quand ça bouge trop, quand toutes les choses sont appuyées. Et on va dire qu'on était dans une interprétation assez subtile des voix. On essaie de pas en faire trop, quoi. Ouais, et comme de toute façon, voilà, ça colle avec le jeu naturaliste des comédiens et des comédiennes, c'est-à-dire que on aurait fait un acting à l'américaine, ça n'aurait pas du tout fonctionné, parce que tu aurais eu des voix en sous-jeu avec des personnages qui sont en train de faire comme ça. Donc, ce qui arrive des fois et qui est très perturbant quand ça arrive. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, il fallait être à égalité avec ça, et c'était aussi le désir de demander un jeu naturaliste aux comédiens et comédiennes, c'était aussi une manière de pousser les animateurs à sortir de leurs habitudes de stretch and squash et je sais plus comment on appelle ça. J'ai tout oublié, hein, le vocabulaire. Il y a un rideau de fer qui se ferme à chaque fois après prod. Depuis le mois de mai, j'ai pas touché un crayon, j'ai pas dessiné. Donc je crois que j'oublie comment on dessine, mais le vocabulaire aussi. Après, c'est pas pour autant, c'est pas pour dire que tous les animateurs arrivaient en mode c'est quoi le réalisme. La plupart étaient fans et en avaient déjà fait. Ou avaient envie de s'y essayer. Ou envie d'y s'y mettre. En fait, ça c'était tout le monde, je crois. Ouais. Sinon, ils ne seraient pas venus chez nous. Je pense qu'ils étaient tous un peu demandeurs. Je me souviens de Marion, c'est ce qu'elle dit dans le making-of, qu'elle était contente de se frotter à ça et tout, donc ça fait plaisir. Bah oui, parce que c'est un défi particulier aussi. Pardon, désolé. C'est un défi particulier aussi, le côté réaliste. Il y a un truc de gestion du volume aussi, du corps humain qui est moins évident, quoi, j'ai l'impression, parce que c'est très subtil, certes, mais c'est quand même très carré, très tenu et tout ça, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est horrible ou titillant selon à qui on pose la question, quoi. Faut vraiment aimer ça. J'y pensais en regardant le making-of, justement, qu'il y a quelque chose de assez agréable avec le réalisme
avec le réalisme pur en quelque sorte, c'est qu'il y a une sorte de direction objective dans laquelle on peut aller, en fait, qui nous rend un peu, comment dire, comment ça s'appelle? Merde, j'ai perdu le mot. Indépendant, en fait. En fait, il y a un style graphique qui est imposé par toi, mais en réalité, en fait, la vraie réponse, c'est que l'anatomie soit juste, que ça soit bien posé dans la perce, et en fait, ça donne un truc sur lequel se reposer. Il y a un cadre, en fait, il y a un cadre qui est le réel, d'une certaine manière, même si c'est toujours stylisé, bien sûr, voilà. Il y a toujours une manière de faire, mais quand tu as des hésitations, tu peux aussi te regarder dans un miroir, faire une grimace ou faire un truc, et enfin voilà, tu as plein de points de repère avec la réalité. Le seul défaut de ça, c'est que on était quand même dans un monde de SF, mais ça concerne plus le design et les décors, c'est qu'il fallait quand même designer les fourchettes, quoi. Alors que si ça se passait à notre époque, bon, bah, une fourchette, c'est une fourchette. Oui, il fallait tout penser à chaque fois. Ouais, c'est ça. En l'occurrence, on voit zéro fourchette dans le film. D'ailleurs, ça a été personne ne mangeait, en fait. J'ai remarqué qu'il n'y avait aucune nourriture dans le film. Vous avez vraiment fait la fourchette? Non, il y avait un plan où on voyait Roberta qui mangeait dans l'avion, dans le vaisseau spatial, et puis finalement, on a supprimé ce plan pour gagner du temps et de l'anime. D'ailleurs, quand on supprime un plan, ça se passe c'est à quel moment que le plan a été supprimé? C'est storyboard, parce que j'imagine qu'il vaut mieux pas couper plus loin. Ouais, non, c'est à l'animatique où on fait des tests. On avait un film un petit peu plus long à l'époque et si tu veux, il y a cette équation qui est faite et qui est pas toujours très juste, mais bon, dans la moyenne, je comprends. C'est plus le film est long, plus il coûte cher. Mais il y a des moments où c'est pas vrai. C'est juste que tu fais durer un plan plus longtemps avec juste un paysage ou je sais pas quoi. Ton paysage, si tu le raccourcis de 2 secondes, il coûte pareil que s'il en avait duré 2 secondes de plus. Mais bon voilà, j'ai dû un petit peu rogner dans certains plans ou certaines séquences, virer des trucs qui coûtaient pas si cher que ça, mais qui nous permettaient quand même de garder des plans qui me semblaient beaucoup plus nécessaires et qui pourtant coûtaient plus cher que ce que j'ai coupé, quoi. Mais voilà. Il y a quand même eu des petits plans coupés au fur et à mesure. C'est arrivé, non? Oui. Oui, après, il y a des choses aussi où tout simplement j'avais dû dessiner des plans qui me semblaient, je me disais bon, c'est peut-être mieux, on comprend peut-être mieux comme ça. Puis une fois qu'on s'était monté avec des bruitages, etc., on se rend compte que il y a des plans un petit peu redondants ou qu'on n'en a pas besoin et que ça gagne en efficacité. Et dans ces cas-là, oui, aucun problème à virer ce genre de choses, hein, c'est normal. Au contraire, tu te dis même genre ça sera ça en moins à faire, puis c'est très bien. Sur le moment, on est souvent un petit peu content quand même. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont. Je pense que quand tu débutes et que tu te lances la première fois que tu es dans la réalisation, tu tiens à tout ce que tu as dessiné et tu as du mal à lâcher l'affaire et voire même parfois tu fais un peu trop traîner tes plans. En tout cas, je sais que moi je suis tombé là-dedans. J'avais fait un truc notamment mais des petits projets de pilote que j'avais eu auparavant, que j'avais fait un peu tout seul dans ma chambre et tout. Et j'étais content d'un décor et donc je le faisais un peu durer. Et en fait, en le voyant aujourd'hui, je rompiche instantanément. Je regarde le tout, je dis mais vas-y, mais t'es chiant là. Donc c'est pour dire regardez, j'ai passé du temps à faire ça et tout. Alors c'est ça exactement. Non, tu fais chier à faire ça, tu vas le voir maintenant mon plan. Et bon, oui, il est peut-être très beau ton plan, mais raccourcis-le ou le mets même pas. Enfin voilà. Et donc voilà, c'est un truc qu'il faut savoir gérer aussi ça et qu'il faut savoir lâcher. Et c'est quelque chose que tu apprends avec beaucoup plus d'entrain, que tu acceptes beaucoup mieux quand tu sais derrière ce que ça veut dire. Il faut fabriquer ce plan, il a été chiant à faire et à la fin, en fait, on s'ennuie. Donc, autant ne pas le faire, quoi. Autant être fainéant. Moi, c'est un truc où sur le côté, le montage en animation, ça m'a toujours un peu posé question parce que j'ai l'impression que tout est complètement définitif quand on a l'animatique. Et qu'après, on est censé suivre ce truc-là. Mais est-ce que, justement, tu disais qu'il y avait des trucs qui avaient été enlevés, etc. Est-ce que ça reste un peu souple une fois que tout est animé, etc. Ou est-ce qu'on colle vraiment à l'animatique? En tout cas, dans ce cas-là. C'est assez peu souple, mais il y a un peu de jeu quand même derrière. C'est-à-dire qu'une fois que... faut savoir que l'impression de mouvement et de montage et d'animation est un peu différent quand il est en couleur que quand il est en noir et blanc, moi je trouve. T'as pas la même sensation de rythme. Et donc parfois tu te dis, et aussi parce que en noir et blanc, par exemple, si tu as un immense flash
de couleur qui va terminer un plan pour être raccord avec un plan suivant, des choses comme ça. Ça ne fait pas la même impression à l'œil. La persistance rétinienne joue autrement. Et tu peux te dire, ah, mais en fait, peut-être j'aurais besoin d'une image en moins ou d'une image en plus, selon les situations. Et voilà, mais en fait, ça se joue vachement à une image en moins, une image en plus. Ou, voilà, c'est pas il n'y a pas de grandes révolutions qui se font à ces moments-là. C'est peut-être arrivé chez d'autres. Hein. Je sais que chez Disney, ils remettent, enfin dans les prods de riches, quoi, ils remettent en cause le scénario, alors même qu'on en est arrivé au compositing, quoi, tu vois, puis donc ils jettent des séquences entières à la poubelle et ils recommencent. Enfin, moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est démoralisant au dernier degré. Ben moi, je l'ai appris récemment, ce truc-là, je sais plus en discutant avec qui, mais que justement, c'est pas, il y a vraiment un budget si énorme dans les grosses productions États-Unis et tout ça, c'est que des trucs sont jetés en entier. Et moi, je pensais que c'était justement, bah non, c'est l'animatique est là pour ça, etc. J'étais très, on va dire, scolaire dans le truc. Puis il me disait, bah non, la scène-là, en fait, elle a juste dégagé en entier alors qu'elle était finie et tout. Ça m'a un peu, parce que je me dis, mais c'est. Ouais, on entend beaucoup ça, je trouve, chez les gens qui bossent beaucoup avec les Américains, justement. Ouais. Il y a ce robinet infini de thunes. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est comparé à nous que juste ils se permettent de faire des marches arrière, etc. dans le processus. Quoi. Ouais, alors après, moi, je sais pas, c'est un peu l'œuf ou la poule, je sais pas si c'est leur méthodologie qui leur a poussé à trouver des budgets toujours plus gigantesques ou si c'est les budgets gigantesques qui les ont habitués à cette méthodologie-là, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ouais, enfin, de toute façon, si on repense à Blanche-Neige, il a été écrit en mood board et en storyboard, en équipe, tout ça. Donc, je pense que c'est. En fait, je crois que c'est la méthodologie qui mène, qui mène au budget. Et bah, maintenant que scénario, justement, je pense que nous, en tout cas, avec nos méthodes de pauvres qui ressemblent à celles du Japon, en réalité, au final, pour ça, c'est que tu reviens pas en arrière une fois une étape validée. Et donc, mieux vaut avoir relu plusieurs fois le scénario et par plusieurs personnes et faire des retours et des corrections à une étape comme celle-là qui coûte beaucoup moins cher à retaker qu'une animation complète. Voilà, autant le faire à ce moment-là. Et ensuite, bon, ben, on se dit, on a confiance en notre jugement de l'époque et on avance. On passe à l'étape suivante et pareil, on recommence à ce moment-là une marche à la fois, quoi, pour gravir la montagne. Et pas redescendre pour remonter un autre escalier. Je pense que t'as vraiment raison. Enfin, maintenant, je suis en train de me dire que ça doit être forcément ça, un truc qui découle du fonctionnement de Disney. Parce qu'ils ne se permettent pas forcément de faire ça en live, tu peux pas, en fait, tu as un temps limité pour tourner, et du coup, il faut que les choses soient plus ou moins bloquées en avance. Quoi. Ouais, cela dit, aujourd'hui, c'est moins vrai, parce que les films, justement, des reshoots, des fois, ou les Marvel, les trucs comme ça. Mais c'est quasiment des films d'anime. Oui, c'est ça, voilà, mais parce que justement, ça revient à... Ouais, mais c'est vrai que ça donne l'impression que c'est un mode de fonctionnement qui. Mais bon, ça, j'en sais rien. En fait, parce qu'il faut demander à un historien de l'animation. Mais c'est vrai que ça donne l'impression que c'est un fonctionnement qui découle de l'écriture au bord de. Mais de toute façon, voilà, c'est ça. C'est parce que moi, j'en fais une analyse comme ça, parce que j'ai tendance à penser que c'est les structures qui font les méthodologies. Enfin, voilà, et que. Mais ouais, moi, je pense que il y a quelque chose de matérialiste comme ça dans ce procédé. Oui. Du coup, venez nous donner de l'argent, on fait vachement plus de films avec vachement moins de films. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est toujours assez impressionnant de se dire d'un côté, il y a 200 millions et de l'autre côté, il y a vraiment beaucoup moins. Et les films sont pas 12 fois moins bien, quoi. Enfin, c'est incroyable de se dire on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose, entre guillemets. Ouais. Mais après, on est quand même même dans ce film-là, nous, on est à un budget de 8,5 millions d'euros. Je n'aurais pas dit non sur un peu plus pour pouvoir un peu plus animer les foules, par exemple, qui sont souvent fixes dans le film, des petites choses que j'aurais bien aimé un peu peaufiner et qui n'ont pas pu l'être. On a dû faire une croix sur certaines choses. Enfin, bon, voilà. Pas grand-chose de fondamental, hein, cela dit, mais parce qu'on a cherché à être malin et à trouver des solutions à chaque fois. Mais il y a des petites choses comme ça que j'aurais bien aimé faire un peu plus. Moi, je suis pas contre faire un film avec beaucoup plus d'animation tout le temps, quoi. Mais c'est sûr. Voilà. C'est vrai que ça ne se remarque pas forcément à l'image, mais en confort de production. C'est là où ça se ressent. Enfin, nous, on le ressent, le manque de thunes. Enfin, je parlais tout à l'heure de
d'avoir une pipe 3D en parallèle d'une pipe 2D. Enfin, nous, ça nous aurait vachement servi d'avoir quelques postes sur place en 3D, enfin, qui pouvaient gérer la 3D et tout. Enfin, bref, ce genre de choses qu'on arrive à... Enfin, il y a t'as trouvé des astuces pour que ça se voit pas, mais on le ressentait, nous, le manque d'argent. Oui, c'est ça. Après, ça se répercute physiquement, finalement. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu enfin, je sais pas si c'est le cas sur toutes les productions, parce que je comprends, c'est quand même très souvent le cas, le côté rush à la fin, où ça devient compliqué, où il y a énormément de travail à en faire en peu de temps. Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses-là? Est-ce que ça a été assez dilué dans le temps, on va dire, pour que ce soit plus gérable, ou est-ce qu'il y a eu ce gros moment de c'est très dur à la fin? En fait, ça a été dur un peu tout du long, j'ai envie de dire, mais comme ça s'accumule, ça devient de pire en pire, en fait, parce que tu es de plus en plus fatigué et que voilà, mais vraiment le tout début était à la cool, on va dire. Moi, le tout début était à la cool. Ouais, la première semaine. Et puis ensuite, en 34 ans, virgule 9. Non, mais en vrai, je trouve que ce truc de rush de la fin, en fait, moi, bon, déjà, je me suis barrée avant la fin, donc je peux pas vraiment parler de l'expérience sur ce film en particulier. J'ai l'impression que ce truc de crunch qu'on retrouve dans le jeu vidéo, il est moins présent dans l'anime, en fait, parce que la fin, c'est vraiment un truc d'usure, en fait. La fin, c'est... Souvent, il y a des postes qui se terminent et puis ça dure un petit peu. Genre, il y a une ou deux personnes qui restent pour finir les 10 derniers plans. Enfin, en général, il n'y a pas ce truc où tout le monde ensemble dort sous les tables pour terminer à la date prévue. C'est que les choses se terminent au fur et à mesure et c'est vraiment genre à la fin où on n'a plus rien à donner. Les gens, juste ça se fait. Enfin, ça se fait un peu comme ça, quoi. Plus que justement le gros crunch dont on entend parler. Non, c'est vrai que le crunch, c'était plus pour Michael et moi. Ouais, c'est nous, vrai. pendant un an, on n'avait plus de week-end, on venait le samedi et le dimanche. Voilà. Mais c'était aussi pour pouvoir, quelque part, ne pas avoir à demander aux équipes de faire la même chose que nous, enfin, de devoir finir tard ou d'être pressurisé par la prod ou des choses comme ça. Mais voilà, il y avait c'est aussi ça, effectivement, le confort dont tu parles, c'est-à-dire qu'il y a des postes qu'on n'a pas pu obtenir, faute de budget, et donc on était multicasquette avec Michael, on devait faire beaucoup de choses qu'on aurait pu normalement déléguer potentiellement, mais qu'on ne pouvait pas se permettre, et donc qu'on devait accumuler sur nos épaules, et voilà quoi. Ok, parce que là tu disais aussi tout à l'heure qu'il y avait par exemple les foules qui parfois étaient moins animées, etc. Ça veut dire que l'histoire n'a pas été coupée par rapport au budget. Si on a tel budget, on va faire tout ce qu'il faut dans le film. C'est juste certains trucs un peu moins importants qui ont été, on va dire, un peu compromis, ou ouais, c'est ça, faire des compromis. Il n'y a pas eu de choses qui sont coupées à cause du budget au niveau de l'histoire, quoi. Un petit peu, il y a des scènes d'action que j'ai simplifiées au storyboard par rapport au scénario. Mais finalement, pour trouver des idées qui étaient tout aussi marrantes, voire peut-être un peu plus intéressantes encore, donc il y a aussi des cas de figure heureux, tu vois, où faute de moyens, on trouve une idée intéressante à laquelle on n'aurait pas pensé autrement. Donc ça, c'est le classique, la classique solution agréable, quoi. Mais il y a une publicité que j'ai coupée intégralement où il y a une séquence post-réparatrice qui remet le bras à Carlos que j'ai coupé, mais j'ai coupé à la fois un peu pour faire plaisir à la prod, pour dire bah voilà, j'ai enlevé 8 plans, et en même temps c'est vrai que c'était pas une séquence qui était si nécessaire que ça. On s'en passe, je veux dire, elle est plus là. On ne remarque pas qu'elle n'est pas là, c'est sûr. Ça. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qui a pu souffrir peut-être justement de cette envie de couper des choses, de ce besoin de couper des choses, ce serait peut-être justement juste des trucs d'exposition, enfin d'exposition, c'était pas le bon mot, mais juste comme cette scène en particulier avec Carlos qui raconte un petit truc, mais c'est de la respiration peut-être. Qui raconte quand même quelque chose. C'est pas de la respiration sur un plan contemplatif sur un livre, juste des trucs un peu de personnage. Et ça c'est marrant, c'est un truc qu'on se dit avec Laurent. C'est une impression qu'on a nous aussi, mais les spectateurs qui ne savent pas les intentions qu'on avait au départ et qui savent rien de tout ça, si on leur dit pas ça,
ils ont l'impression que le rythme est bon. Ouais. Ils n'ont pas de problème avec le Non, rythme, le ils disent que rythme c'est est- intense, c'est ouais. dense et tout, mais qu'ils sont satisfaits. Mais j'ai fait l'expérience j'ai rencontré des étudiants en anime qui étaient en avant-première et en avant-séance, je leur dis, moi, ce que je viens de dire, en gros, que j'ai l'impression Ouais. que ça manque de respiration à certains moments. Bah, en fait, quand je fais cette expérience-là, ça manque jamais, ils viennent à la fin, ils font, ouais, c'est vrai, ça manque Effectivement. peut-être de respiration. Et si je leur dis pas, oh, c'est super. Donc, il faut pas le dire, en fait. C'est ça que je veux C'est dire. que la cuisine, il faut pas dire que Hmm. t'as fait tomber le sel. Enfin, tu vois. Ouais, Oui, mais enfin, mais j'entends. Ouais, ouais, ouais. quand tu vois le film, enfin moi je l'ai vu qu'une fois pour le coup, terminé, et il y a un truc un peu genre, enfin t'es vraiment, ça juste ça s'enchaîne et c'est hyper prenant. Si t'entends que genre le réal aurait aimé que ça respire mieux, bah en effet ça peut être une intention, Bien sûr. enfin, je trouve pas que ça nuit du tout, en fait. C'est pas un Non, problème. non, non, C'est pas non. pour Puis, ça de que je toute dis façon, ça. je trouve que dans le cadre de cette vidéo, c'est bien de le dire aussi. C'est-à-dire que c'est aussi les doutes qu'on peut avoir sur la fabrication d'un film, la réalité et comment on se retrouve à devoir jongler avec des impératifs qu'on n'attendait pas à avoir. Mm. Et donc, dans ce cas-là, c'est très bien. Mais c'est vrai que moi, ce que je considère, quand maintenant j'ai cette impression que peut-être ça aurait pu respirer, même un tout petit peu, hein, c'est pas non plus énorme. Je pense qu'il manque peut-être 2 minutes au film, tu vois, réparties par-ci par-là. Mm. Mais c'est un truc que je vais mieux tenir en compte pour un prochain, tu vois. Finalement, je vais pas faire de director's cut de ça, tant pis, à moins que vraiment ce soit un banger au cinéma et que tout le monde aille le voir et que Qui est je release, ah oui, The Perrin yes. Cut et tout. Mais voilà, a priori, Encore devenir de droite. voilà, c'est ça. Mais en dehors de cette situation qui serait vraiment un rêve hein, d'être de droite, non, c'est quelque chose que j'aurais en tête pour un prochain film qui a rien à voir, mais que j'essaierai d'équilibrer autrement. Oui. Et vous avez évoqué plusieurs fois le making-of, c'est quelque chose qui sera visible quelque part, qui est visible quelque part. Oui, 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 Oui. oui. Pour l'instant, il est accessible que aux backers de ce making-of, puisque ça a été fait le soutien comment dire, de financement participatif. Mais à la sortie du film ou à peu près autour de la sortie, ça va être disponible sur YouTube pour tout le monde. Pardon, tous les épisodes sont pas encore faits, hein, je veux dire. Alex Pilot qui fait ce making-of, il était encore en train de me suivre hier quand j'étais chez Backseat. Donc voilà, je veux dire, le film est fini, mais il continue quand même. Ouais, on est à l'épisode 16. Donc, ouais. Si, le dernier, c'est le 16. C'est Ok. le 16, et je suis encore sur la prod, et du coup, je sais plus où on en est. Bah, Mais en fait, il a fait un épisode un peu mashup. Enfin, il a mélangé plusieurs Ouais. périodes, mais Bah maintenant, il essaye un peu de compresser parce Ouais. que sinon, il s'en sortira jamais. Il va faire 40 épisodes. Parce qu'il faut savoir qu'il a suivi, ce qui est un fait assez rare, hein, même pour dans les making-of en général, tout type de film confondu, c'est qu'il nous a suivis depuis l'écriture du film jusqu'à la sortie à Cannes, à Annecy, les avant-premières, les interviews. Je suis filmé aussi par lui à côté. Enfin, vraiment, il vit sous mon lit, quoi. Oui. c'est hyper Donc bien. ouais, c'est... Bon, j'ai Mais hâte après, de voir le tout. je pense que C'est pas bien. moi, j'ai pas tant de recul que ça sur le documentaire, à part que je vois que j'ai vraiment extrêmement vieilli depuis. Mais le fait est que je pense que ça peut être un outil intéressant pour les gens qui travaillent dans l'animation et en particulier la jeunesse qui se lance là-dedans, quoi, de voir ah ouais, peut-être je vais pas faire ça en fait. Bah en fait, je trouve que si c'est un documentaire qui montre vraiment des étapes clés de ça s'est passé comme ça, là il y a eu telle galère, ensuite on s'en est sorti comme ça et tout, ça peut vraiment être super parce que souvent les making-of ont pas, enfin en tout cas les making-of plus promotionnels et tout n'ont pas ce truc-là quoi. Déjà ils vont pas assez dans la partie comment c'est fabriqué, souvent c'est juste sur l'histoire, etc. Mais là si on a un côté vraiment dans le studio et on voit un petit peu les galères qu'il y a tout le temps en fait, c'est juste que souvent on ne les montre pas, ça peut vraiment être cool. Mais tu vois, dans ce making-of, moi j'avais l'impression quand je voyais des extraits que, bon, bah oui, c'est le making-of du film, très bien. Mais bon, comme je l'ai vécu, je suis là, oui, c'est marrant, je me souviendrai pas que j'avais dit ça, etc. Bon, je le vois comme ça. Et j'ai montré un épisode un peu au pif, pas le 16, mais peut-être le 15 ou 14 à une copine qui voulait voir ce que je venais de recevoir et tout. Et elle était pas du tout elle est pas dans l'animation ni rien.
mais elle savait donc que ça avait été compliqué et tout. Elle a regardé le truc, elle était immédiatement en PTSD. Et elle dit genre, ah, mais ça a l'air horrible en fait. C'est donc ça que vous vivez. Parce qu'en fait, je me souviens, Alex, il disait que son rêve c'était de faire un truc comme le making of de The Abyss. Et je me disais tout le long, genre, on n'est pas en train de lui fournir du drama comme le making of de The Abyss. Et en fait, peut-être si, mais genre. Oui, mais en fait, c'est que apparemment, on voit qu'on est fatigué, qu'on est stressé, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça, ouais, quand j'ai vu ma tête, pour moi, j'ai l'impression. Pour moi, c'est l'inverse du Jérémy. Moi, je rajeuni après la fin de la prod. Genre, je me vois sur la vidéo, je suis pas fraîche. Je suis fatiguée. Moi, je trouve que c'est bien quand il y a ce truc-là, parce qu'il y avait une vidéo sur YouTube, je crois que c'est sur Little Witch Academia, ou une série, en tout cas, comme ça. Où tu vois que les gens ils sont au bout du rouleau, on leur demande alors comment ça marche l'animation, ils sont sur leur truc, ils sont dépités complètement et tout ça, tous les gens en commentaire qui disent ah ouais c'est bien de savoir que c'est comme ça en fait dans la vie, voilà, quoi. C'est une fois que le film est là on est genre ok super c'était trop bien mais ouais. Ça vend du rêve hein. Allez les jeunes. C'est ça. Ce qui est cool quand même avec ça, c'est que en général on bosse avec des gens qu'on aime bien. Et c'était le cas aussi sur ce film, c'était que des gens trop cool et adorables. Et en fait, c'est un cliché, mais ça forge du lien. Enfin, non, mais c'est quand même agréable de partager ces moments durs avec des gens qui partagent aussi les moments durs. Tout le monde passe un moment exécrable, mais au moins on est ensemble. Ouais. Oui, c'est ça. Après, on est des vétérans de guerre, tu vois, on a cette amitié particulière. Faut vous recroiser dans un truc, juste en un regard, tu te rappelles, ouais, je me rappelle. Et toi aussi. Bah écoutez, je sais pas s'il y a un dernier truc que vous voudriez ajouter, parce que je pense qu'on a fait le tour de pas mal de points, de questions et tout. Donc je sais pas si vous avez un dernier mot sur la prod, un truc. Allez voir le film. Ouais. Moi je l'adore. Ça c'est sûr. Et si moi je l'adore, pourquoi pas vous? C'est parfait. 22 novembre. 22 novembre. Ouais, il est trop bien. Allez voir. Mais il y a un truc que je me demandais, c'est 22 novembre. Voilà. Petit ASMR et tout. Un truc que je me demandais, c'est le 22 novembre, ça sort en France. Est-ce qu'il y a des sorties aussi dans d'autres pays francophones ou quoi, en même temps ou plus tard qui sont prévues? Pas que francophone. Alors, j'ai pas les dates de sortie ailleurs, mais le film il est distribué internationalement. Okay. MK2 qui le vend à l'international fait du super boulot. Dans des pays, je vais plus me rappeler parce qu'il y en a trop, ce qui est une bonne chose. Mais je sais que ça sort dans toute l'Amérique, au sens du nord au sud, quoi. Canada, États-Unis, Mexique, toute l'Amérique latine, quoi. Ça sort en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Pologne, je crois, République tchèque, en Russie, en Chine, en Australie. D'un coup? Non, alors après, c'est justement ça, c'est pas une sortie internationale à l'américaine ou dans tous les pays en même temps ça sort. C'est justement, là, j'ai pas encore les dates. Je sais qu'aux États-Unis, c'est en mars 2024. Mais j'ai pas encore les dates des autres, mais bon, j'en oublie des pays, mais tant mieux. En tout cas, ça sort dans plein d'endroits, ouais. La Suède, je suis pas encore sûr. Le Danemark, peut-être. Ces nouvelles dates d'il y a 3 semaines, un mois. Depuis, peut-être la liste s'est agrandie. Je veux dire, MK2, charbonne, travail. Et donc, voilà, j'aurai une liste plus complète, j'imagine, prochainement. Mais tu vois, comme le film, il fait aussi des festivals un peu dans le monde entier, là. Il y a des pays comme ça, genre l'Allemagne, qui n'avait pas pris le film à une époque, et puis il est passé dans un festival là-bas, et hop, le lendemain, il était acheté, tu vois. Donc il y a aussi de l'intérêt des festivals, ça peut aussi être celui-là. Enfin, je pense que c'est même surtout celui-là, en fait. Oui. Ok, ben, moi j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais sur le film. J'espère que les gens iront le voir, que ça leur plaira et tout ça. En tout cas, je l'ai vu 2 fois et demi à peu près, et c'était à chaque fois un plaisir. Donc c'était vraiment cool de discuter avec vous de tout ça. Merci à toi de nous avoir invités. C'était super sympa et très intéressant. Avec plaisir.